Bonjour, Rustica fait son tour de France, un tour de France à sa manière, un tour de France floral, végétal et jardinier. Alors, en route et bienvenue dans l'univers Rustica. La grande boucle version Rustica nous emmènera en bord de mer pour y découvrir les algues et les plantes comestibles qui poussent sur le littoral breton et la façade atlantique. Nous nous dirigerons ensuite vers le Lot où débute la récolte de la figue, l'un des fruits emblématiques du Sud. Nous ferons ensuite étape dans le centre de la France, dans une roseraie pour y suivre le processus de création d'une rose. Et enfin, nous achèverons ce tour de France par la visite d'un potager, celui de l'un de nos plus grands chefs, Alain Passard. Cet été, Rustica fait son tour de France, un tracé qui se calque sur celui de la Grande Boucle et dont les étapes sont indiquées dans le dossier du numéro double de cette semaine. En effet, dans chaque région où passe la caravane du Tour de France, Rustica a repéré pour vous les sites remarquables à visiter, les incontournables jardins à découvrir et les immanquables spécialités gastronomiques ou artisanales à rapporter. Alors nous aussi, à Rustica Mag, nous allons faire notre Tour de France, un Tour de France en 4 étapes, dont la première étape nous emmènera ici, en Bretagne, pour y découvrir la récolte des algues comestibles. Puis nous irons un tout petit peu plus au nord, ici, en baie de Somme. Et là, eh bien, nous irons assister à la cueillette de la salicorne. Des algues comestibles en Bretagne. André Berthoud récolte des végétaux marins près de Quimper. Il les transforme ensuite en tartare ou en paillettes pour les vendre sur les marchés. Algues vertes, rouges ou brunes, il connaît bien ces légumes de mer qu'il cueille pendant les grandes marées. Pour la cueillette des algues, d'abord il y a des réglementations. Il y a 2 qu'on arrache, le Pioca et la Minaria digitata. Les autres, il faut les couper. Donc il y a des tailles de coupe. Pour la Nori et la Palmaria, c'est 20 cm. Si elle ne fait pas 20 cm, on n'a pas le droit de couper. On a aussi des dates de récolte, des périodes où c'est fermé, où on ne peut pas récolter. Alors cette algue, c'est l'Immentalia elongata, le haricot de mer. Donc c'est une algue très très longue, qui est facile à reconnaître. Elle a vraiment une forme très allongée. Elle est étroite, plate. Quand elle est la plus grande, elle mesure 3 mètres de long à peu près. Alors l'époque de récolte, c'est au printemps. On la sèche ou on la congèle, ou on la cuit pour faire des conserves comme des haricots verts. Alors l'ulve, on la reconnaît à sa couleur verte, à sa forme en feuille. Elle est assez épaisse, elle est vraiment vert pomme. Et les qualités nutritionnelles, c'est notre algue qui a le plus de fer et de calcium. Vous la séchez, vous la mettez en paillettes et vous l'utilisez comme du persil ou de la ciboulette. On peut la couper à n'importe quelle taille, ça pousse facilement. Vous êtes sûr de récolter une algue qui sera en bonne santé quand elle est vraiment accrochée à une autre algue ou à un rocher parce qu'elle est vivante. Pour réaliser ces tartares, André Berthoud nettoie ses algues et les lave à grande eau. Il y a 4 fois 2,5 kg de 4 algues, wakame, dulce, ulve et porphyra, plus 500 g d'emmental, 1 kg d'échalotes, 300 g d'oignons. Donc c'est une recette toute simple où le goût des algues n'est pas masqué par autre chose. Une fois broyées et assaisonnées, la préparation est mise en conserve. Les tartares d'algues se dégustent sur des toasts à l'apéritif. La salicorne, le haricot de la mer, c'est l'un des noms vernaculaires donnés à cette plante maritime. On l'appelle aussi corne salée ou encore cornichon de mer. Renée Michon, pêcheuse à pied, la récolte dans la baie de Somme. Cette annuelle pousse à l'état sauvage dans l'estran, arrosée par l'eau douce de la Somme et immergée par la mer. Chez nous, la salicorne porte le nom de passe-pierre. C'était après la Saint-Pierre qu'on coupait la salicorne, c'est pour ça que ce nom lui a été donné. C'est une plante annuelle qui se cueille fin mai jusqu'à mi-septembre. La salicorne pousse sur l'estran. Dans la baie, ce ne sont que des plantes sauvages. Il n'y a rien de cultivé. Il y a des endroits où on n'a pas le droit, tels que les concessions. Les concessions, c'est réservé uniquement aux professionnels qui ont la carte. Autrement, vous avez le droit de cueillir de la salicorne partout, à la limite de 500 grammes par jour. La salicorne se récolte dès l'instant qu'elle atteint 5 cm. En général, fin septembre, elle est toute en graines, donc on arrête de la couper. La salicorne se récolte de 2 façons. On peut la ramasser au couteau. C'est une salicorne qui va se garder plus dans la durée parce qu'elle ne subit pas le mouvement mécanique qu'il y a par contre avec une faucille. Je la coupe au couteau. Une fois coupée, une salicorne, quand elle est tenue au frais, se garde 15 jours, 3 semaines. Alors la récolte de tous les végétaux marins, c'est le matin de bonne heure. Parce que la plante est à son apogée, étant donné que la nuit, elle s'est gorgée d'eau. Elle a la fraîcheur, elle est craquante, donc on l'accueille avant que le soleil se lève. Pour une meilleure conservation, il faut laver la salicorne juste avant de la préparer.
Elle est délicieuse, crue en vinaigrette. En route vers la seconde étape du Tour de France de Rustica Mag en direction du sud, et plus précisément du Lot, où Thierry Desmarquest a installé sa pépinière regroupant plusieurs centaines de variétés de figues. À l'heure de la récolte, il nous livre quelques conseils pour cueillir au bon moment ce fruit emblématique du bassin méditerranéen et nous présente diverses manières pour bien le conserver. Violette, jaune, noire, verte, la couleur des figues change selon la variété et la maturité du fruit. Passionné par cet arbre ancestral, Thierry Desmarquest a recensé des centaines de variétés qu'il cultive dans sa pépinière. Il y a des figuiers mâles stériles et d'autres qui sont hermaphrodites. Celles qu'on vend d'habitude, c'est des hermaphrodites, donc elles ont la double fonction et elles sont comestibles. Après, les oiseaux font beaucoup de semis qui deviennent des arbres caprifiguiers, stériles, ou qui ne portent pas de figues, ou alors qui portent des figues qui sont immangeables. Elles sont là pour libérer du pollen plutôt que pour être mangées. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs figuiers différents, qu'on va pouvoir étaler les récoltes, avec les figues fleurs en juillet, fin juin, début juillet, et les figues d'automne à partir de fin août jusqu'au gelée. Il n'y a pas d'alternance ou cas extrêmement rares, c'est que le climat qui va faire qu'il y en aura beaucoup ou moins. Donc là on voit une figue qui est mûre et on voit celles qui seront mûres dans une semaine, voire 2 semaines. On sait quand c'est mûr parce qu'elle est très très molle, mais on peut aussi le vérifier lorsqu'il y a du lait qui sort encore du pédoncule. Le fruit est encore nourri, donc il va encore maturer. Donc il faut éviter à ce moment-là de les cueillir. On garde le pédoncule pour préserver un petit peu la figue. C'est toujours plus facile de la préserver, même quelques heures, même un jour ou 2. Donc il y a beaucoup de figues, comme celles qui sont dénommées par blanches, qui en fait ont plusieurs couleurs. On le voit ici. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du marron. Ici on voit des figues qui sont juste mûres. Elles sont matures, on peut les manger. Mais si on attend un petit peu, elles restent accrochées sur l'arbre et elles se déshydratent. Ce qui concentre le sucre. Bon, elles sont un peu comme de la confiture. C'est vraiment une qualité supérieure. Il y a 2 moyens connus de les conserver. C'est soit de les faire sécher. Dans les pays méditerranéens, c'est très facile parce que la récolte venant très tôt, on peut les faire sécher au soleil, si on les rentre la nuit quand même. Dans les autres régions, il faut un déshydrateur ou un four pour pouvoir les sécher. Pour les conserver, on peut aussi les stériliser dans un sirop de sucre et on peut les garder comme ça assez longtemps, même s'en servir plus tard pour du foie gras par exemple. Les figues sont riches en fibres et en minéraux. Leur peau contient de nombreux antioxydants. Nous poursuivons notre parcours avec comme objectif la 3e étape de notre Tour de France, le département de l'Allier. Les pépinières et roseraies Georges Delbar y ont implanté un laboratoire de création de roses, d'où sont issues toutes les nouvelles variétés proposées par le célèbre rosiériste français. Alors avant d'obtenir un rosier comme celui-ci, il se passe des années et tout commence dans une serre par la sélection d'un papa et d'une maman. Depuis 1935, les pépinières et roseraies Georges Delbar créaient de nouvelles variétés de rosiers à Malicorne, dans l'Allier. Au printemps, Marie-Annick Bouchot sélectionne des pieds pairs et des pieds mères pour effectuer la pollinisation. Aujourd'hui, pour le programme d'hybridation de rosiers de jardin, on travaille avec des géniteurs plutôt à grandes fleurs qui ont du parfum et qui possèdent une résistance aux maladies importantes. L'intérêt de la fleur de rosier, c'est qu'elle possède partie femelle et partie mâle. C'est une fleur hermaphrodite pour laquelle on peut à la fois prélever du pollen et à la fois hybrider le pistil. Une fois qu'on a choisi les parents qu'on voulait croiser entre eux, on rentre dans la phase d'hybridation. On commence d'abord par castrer la fleur femelle, ça veut dire qu'on vient éliminer les pétales de la fleur et qu'ensuite on vient prélever les étamines. Les étamines, elles sont récoltées dans une boîte de pétri. Sur cette boîte de pétri, on y indique le nom de la plante sur laquelle on a ramassé le pollen et la date de récolte. La boîte de pétri qui possède les étamines de la fleur femelle, elle est mise dans une salle à l'obscurité avec une température de plus de 20 degrés pour permettre en fait la libération du pollen. Elle y reste au minimum 24 heures. Sur la fleur femelle que l'on vient de castrer, on dépose un sachet Kraft qui permet en fait la non-contamination par des auxiliaires extérieurs qui viendraient déposer du pollen.
Le papier craft est laissé en fait au minimum 24 heures sur la fleur femelle. Il permet aussi la maturité du pistil, c'est-à-dire que le pistil va produire une substance gluante qui va permettre en fait au pollen de bien s'accrocher sur le pistil. Donc ensuite, le lendemain, on vient appliquer à l'aide d'un pinceau le pollen de notre parent-père qu'on aura choisi pour ses caractéristiques d'intérêt. On vient l'appliquer à l'aide d'un pinceau sur le pistil de la fleur femelle. Et enfin, on identifie chaque fleur qui a été pollinisée en y indiquant le nom du père, le nom de la mère. Et cette fleur-là sera laissée environ 4 mois sur la plante pour permettre la maturité du fruit. Les fruits sont récoltés à maturité pour prélever leurs graines et les semer. Les meilleurs plants sont cultivés durant plusieurs années afin de tester leur performance. Il peut s'écouler 7 ou 8 ans avant la sortie d'une nouvelle rose sur le marché. Direction la Sarthe, un peu plus au nord, non loin du Mans, où un potager d'exception fournit en légumes frais les cuisines du chef étoilé Alain Passard. Les modes de culture respectent la biodiversité du site, comme le précise Sylvain Picard, qui met tout en œuvre pour produire des légumes sains et 100% naturels. Sylvain Picard cultive près du Mans les légumes du restaurant L'Arpège à Paris. Le grand chef étoilé Alain Passard est devenu le maître de la cuisine végétale. Dans ce paradis de la biodiversité, les légumes ne sont pas labellisés, mais il ne leur manque que le nom. Ce jardin a été mis en place en 2002 et jusqu'à la fin de l'année 2005, on était entièrement en traction animale, donc sur une surface à peu près d'1 hectare, 1,5 hectare. Et puis on s'est agrandi pour aujourd'hui être sur une surface de 4 hectares, dont 3 hectares cultivés. Et donc on a une petite mécanisation avec un micro-tracteur de 24 chevaux qui permet de réaliser certains travaux en complément de la traction animale. Mais la traction animale a encore sa place au sein du jardin. Alors l'intérêt des haies bocagères, c'est d'avoir aussi une diversité végétale autour du potager, de limiter les vents dominants, également de pouvoir offrir des refuges pour les oiseaux qui, après maintenant 10 ans d'implantation, commencent à nicher dans les arbres. Je leur offre le gîte par l'intermédiaire de nichoirs que j'ai mis en place. Donc il y en a une vingtaine pour les oiseaux qui sont principalement occupés par les mésanges bleues, mésanges charbonnières, et puis également des nichoirs pour les insectes. Donc ça passe par la mise en place de petits rondins de bois, de petits pots en terre cuite par exemple, mais des tas de bois, des tas de pierres qui eux vont avoir un rôle plus pour les mammifères et les reptiles. Il faut que les légumes puissent se développer, je dirais, avec un moindre concurrence possible. Mais lorsque le légume a pris son rythme de croisière, les mauvaises herbes sont en quantité relativement importante. C'est des milliards de graines qu'il y a dans le sol en permanence. Et donc ça ne sert à rien de vouloir les faire disparaître. Au contraire, elles ont aussi une incidence et permettent aux insectes de pouvoir se cacher dans le sol, mais aussi ont un rôle sur l'évaporation du sol, de l'humidité en été, et sur les tassements des pluies, a priori en automne et en hiver. On a des filets anti-insectes qu'on met principalement sur la famille des crucifères par rapport à l'altis, qu'on appelle la puce de terre qui perfore les feuilles. Également des voiles sur les carottes par rapport à la mouche. Et puis après, on est sur des voiles qui ont un effet thermique. Donc là, c'est plus orienté pour l'automne et l'hiver. Et donc là, qui nous permettent de pouvoir avoir des légumes toute l'année, surtout sortis de terre, pour avoir un maximum de fraîcheur. L'approvisionnement du restaurant oblige Sylvain Picard à adopter des méthodes spécifiques de culture. Mais il livre des légumes toujours frais et sains. La grande boucle à peine terminée, voici que le magazine Rustica de la semaine prochaine vous propose de refaire le Tour de France, celui des potagers. En effet, le dossier de ce numéro dresse la carte des plus fameux potagers de France. Gageons qu'il y en ait quelques-uns à découvrir sur la route de vos vacances et d'autres à visiter proche de votre lieu de villégiature. Mais en attendant, pour les plus courageux, c'est reparti pour le Tour de France. Pour les autres et plus modestement, le Tour du Jardin, c'est déjà pas mal. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.